médias, 6 juillet 2017. À force de l'annoncer, on avait fini par ne plus y croire. Et pourtant, aujourd'hui, la France est en faillite. Le porte-parole du gouvernement l'a officiellement reconnu il y a à peine quelques minutes, l'État français est en cessation de paiement. Nous ne sommes pas le premier État en faillite. Il y a eu le Brésil en 1987, 6 mois de blocage du pays, 30% de chômage. Le Canada en 91, 3 mois de gel des salaires des fonctionnaires, 2 mois de grève des transports, 25% de chômage. L'Argentine en 2001-2002, un bouleversement sans précédent, des réformes draconiennes. Et n'oublions pas l'Islande, le pays le plus riche d'Europe au bord de la faillite, obligé de négocier une aide du Fonds monétaire international, comme un pays sous-développé. C'était en 2008, il y a 9 ans, au début de la grande crise financière, ces 3 années qu'on a appelées les 3 affreuses. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La situation aujourd'hui est très sérieuse, elle est même dangereuse. Conséquence de la hausse des matières premières. Des millions de gens à travers le monde ont peur. Financière continue. Résultat, la récession et de nouvelles dépenses publiques, très dures, surtout pour les pays les plus endettés. Jusqu'à présent par le gouvernement. Ce que vous nous dites, Philippe, ce matin, c'est que Ça a d'abord été le cas de l'Italie, il y a 2 ans. Des mesures draconiennes de réduction des dépenses publiques, des troubles sans précédent, un climat politique délétère, et ce n'est pas fini. Et aujourd'hui, 6 juillet 2017, c'est notre tour. La panique a touché aussi hier les bourses européennes, moins 9,4% à Paris, une chute historique. Réunion ce matin à Luxembourg. Encore plus pessimiste que prévu et tout cela évidemment ça a des conséquences sur les entreprises. Chaque matin, je fais ma chronique Hypermédia en direct. On la diffuse en même temps en ligne, en radio et en télé. Aujourd'hui, 6 juillet 2017, je répercute à nos abonnés un véritable coup de tonnerre. La France se réveille en faillite. Ce matin, dès l'ouverture des banques, des tas de gens se sont précipités pour solder leur épargne. Mais les banques refusent de donner des espèces. La plupart ferment. Les fichiers carte bleue sont bloqués. Alors il y a des bagarres et même des émeutes. De tout le réseau RTW et des titres de la presse internationale, je reçois les premières images et les premiers commentaires catastrophistes. C'est exactement ce que me décrivait l'un de mes meilleurs informateurs il y a 6 mois. Aujourd'hui, je peux mettre en ligne les images. À l'époque, les pouvoirs publics m'avaient demandé de ne rien révéler. Et pourtant, quel scoop! L'une des principales agences de notation, chargée d'évaluer la capacité des États à rembourser leurs emprunts, allait déclasser la France pour la 2e fois en 4 ans. Et cette fois, ce serait une très sale note. Le genre de note qui allait faire fuir les marchés financiers. La note va être dégradée à 3 fois B, ce qui implique que nous allons être considérés comme non fiables et plus personne ne voudra nous prêter d'argent. Et concrètement, je vous montre, regardez. La bourse va fermer, ça veut dire que toutes les institutions bancaires vont s'arrêter momentanément, parce que tout le monde va vouloir retirer de l'argent. Donc, tirette de carte bleue fermée, banque fermée, ce qui risque de provoquer, vous l'imaginez bien, des émeutes. Donc, plan anti-émeute qui va être déclenché. Enfin, un immense bordel, quoi. Ensuite, tout s'est vite dégradé. En 6 mois, les prêteurs ont perdu confiance. L'État ne pouvait plus emprunter de quoi payer les fonctionnaires. Bon, fin du flashback. Revenons à cette journée historique. Ça fait 2 heures que tout le monde annonce la faillite de la France. Il va falloir expliquer ce qui se passe. Que vont devenir les économies? Les salaires? Les retraites? Comment on va s'en sortir? Aujourd'hui, je commence mon enquête avec ma petite équipe de choc. Par exemple, elle, Karima. Un peu de patience. Je vous la présenterai tout à l'heure. Pour l'instant, elle prend des images.
Et lui, c'est Chris, mon média designer. La plupart du temps, il confond le jour et la nuit. Pour mettre en ligne au petit matin, c'est plutôt pratique. Il vient de trouver un site réseau où un petit malin affiche un compteur du déficit et de la dette de la France. Un petit malin ou un plaisantin? Il fallait vérifier. Et pour ça, Chris a lui aussi ses informateurs. Mike, t'as vu pour le site du compteur? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ce site, c'est du sérieux. Enfin bon, dans un style un peu pessimiste, dramatisant peut-être, mais bon, c'est pas aberrant. Ok, merci. Salut Mike. Boss? On bosse ou pas? Ah Chris, Karima est déjà à la chasse aux images. Et toi, tu en es où? Bon, ça y est, j'ai retrouvé l'équipe du compteur, là. Pas bête son truc, hein. Ouais. Mise à jour en fonction des données qui paraissent et des études publiées. Puis en tout cas, pas de problème, j'ai passé... J'ai deal avec lui. Ouais. Moins cher que prévu. Parfait. Transmission. Bon, à part ça, résumé de mes petites recherches, ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Ouais. Il y a des tas de bouquins. Ouais. Des tas de déclarations, Philippe Séguin, François Bayrou, même François Fillon quand il était Premier ministre. Il avait parlé d'un État en faillite. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça peut pas durer. La France était habituée à vivre au-dessus de ses moyens. Au début, les politiques budgétaires menées par les gouvernements successifs, gauche ou droite, ont creusé la dette. Après, ça a continué. Moins vite, mais bon, ça a continué. Tiens, je te donne rien que 2 chiffres. 1974, la dette publique de la France est 16% du PIB. Et de 91 à 97, c'est le grand dérapage. La dette passe de 32% à 58% du PIB. Ah, j'ai un article de Laurent Mauduit dans Le Monde en 1998. Il y a 19 ans tout de même, je te le lis. Si on parvenait à dresser un véritable bilan du pays, avec actif d'un côté, passif de l'autre, le résultat ne ferait guère de doute. La France est vraisemblablement en faillite, du moins à l'horizon 2010-2015. Pour la date de la faillite, il avançait de 2 ans, Mauduit. Mais c'était pas mal vu. Moi, pour l'instant, je me contente de regarder machinalement devant moi. Et je vois une chambre d'hôtel. Un couple manifestement en émoi devant les images que nous diffusons en temps réel. Ça suffit à ma vieille intuition journalistique. Ça peut peut-être faire de bons clients, comme on disait à la télévision. Beaucoup de succès à l'époque, hein. Chris, je te mets en attente. Appelez Lucie. Et voilà Lucie. Un jour, elle a décidé de partir vivre au soleil, et les incitations publiques au télétravail ont fait le reste. Mon assistante est devenue une téléassistante, un peu plus virtuelle, mais toujours aussi indispensable pour glaner des infos, dénicher les gens, prendre les rendez-vous, bref, tout organisé. Oui, Lucie. Juste en face de chez moi, côté rue. Au 1, 2, 3, 4e étage. Vous vérifiez? Ils peuvent peut-être faire partie du casting. Restez en connexion, je vous trouve ça tout de suite. Merci, Lucie. Retour, Chris. Je t'écoute. Voilà, en 2005, c'est le rapport Pébro qui tire la première grosse sonnette d'alarme. Ce qu'il dit, c'est la dette a été multipliée par 5 en 20 ans et dépasse 1100 milliards d'euros. La charge de la dette, c'est-à-dire le montant à rembourser chaque année, est devenu le 2e budget le plus important de l'État après l'éducation nationale et avant la défense. 40 milliards d'euros, c'est-à-dire quasiment ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Hein. En plus, à cette dette s'ajoutent d'autres engagements de l'État qu'on n'a pas comptés, la retraite des fonctionnaires, etc. Bref, la dette réelle, c'est pas 1200 milliards d'euros, mais 2000 milliards. Est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave. C'est-à-dire que ce qui est grave, c'est que cette dette est le résultat de 25 années de déficit accumulé. Lui, c'est Sven. De temps en temps, on le fait intervenir sur RTW pour expliquer la finance internationale. Décontracté, mais habitué à traiter d'égal à égal avec les gouvernements, il est consultant dans une des grandes agences de notation qui évalue la santé financière des États en les notant.
petite histoire de la note française. En 2005, la dette n'avait pas grimpé au sommet d'aujourd'hui, 200% du produit intérieur brut. Pourtant, cette année-là, l'agence de Sven mettait en cause la signature française pour emprunter. Hi Max. Il se souvient encore du communiqué publié à cette occasion, il y a 12 ans. Lights. En 2005, je n'étais pas dans la boîte. J'étais encore étudiant. Mais en cours d'analyse économique, on est tombé sur cette communiqué. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la République française tombe vers le bas de la meilleure catégorie AAA. Ça veut dire donc que peut-être bientôt, la signature de la France ne vaut plus rien. C'est une petite conversation que j'ai eue hier par visiophonie assistée. On avait une équipe de passage là-bas. C'est pas censé être enregistré, c'est pour ta gouverne, on verra après ce qu'on en fait. Ok. On lui demandera s'il doit apparaître et de quelle manière. Bon, revenons à nos moutons. Et à propos de la dette, les avis des experts économiques et financiers divergeaient. Je te prépare quelque chose là-dessus. J'ai retrouvé pas mal des interviews que tu as fait sur la question dans les années 2000-2010. Un mec de droite, enfin à l'époque on disait encore centriste, et un de gauche, Christian Saint-Etienne et Thomas Philippon, tu t'en souviens? Tu parles si je m'en souviens. Ouais, ça te rajeunit pas, mais la valeur attend le nombre des années, il paraît. Allez, je te l'ai envoyé. Actuellement, la dette publique est à 65% et le déficit est à un tout petit peu moins de 3%. Il faudrait ramener le déficit à autour de 2% pour stabiliser le ratio de dette par rapport au PIB, le produit intérieur brut, qui est le chiffre d'affaires de la France. Je pense que le niveau de la dette aujourd'hui n'est pas préoccupant en soi. Ce qui est très préoccupant, c'est sa dynamique. C'est le fait que le taux d'endettement de la France n'a cessé d'augmenter depuis 20 ou 30 ans. C'est ça qui est préoccupant. Et c'est ça qui inquiète les gens. C'est pas le niveau en soi aujourd'hui, c'est le fait qu'on imagine très mal comment on va arriver à faire diminuer ce taux d'endettement. Ou même pas d'ailleurs. On a du mal à voir comment on va le maintenir à son niveau. Si vous ne faites pas une réforme majeure de la retraite, si vous ne faites pas une réforme significative de la santé, si vous ne faites pas une réforme significative de l'empilement administratif, on continuera d'avoir un développement rapide de la dépense publique, compte tenu d'autant plus qu'on va avoir un vieillissement de la population. Les dépenses ne sont plus maîtrisées par les gouvernements. Qu'elles soient maîtrisées ou pas, elles ont besoin de... Tendanciellement, elles vont augmenter parce qu'il y a le vieillissement de la population, il y a un problème démographique. Donc de toute façon, on sait qu'il y a une partie des dépenses qui va devoir augmenter. Cet excès de dépenses publiques s'accentue. On a un déficit qui augmente. Et donc, vous avez cet effet d'approvisionnement de la dette qui évolue comme une avalanche. Et après, il faut que la boule de neige... à un moment donné, ça ne devient plus crédible et on ne vous prête plus du tout. C'est-à-dire que l'État émet un emprunt et on ne prête plus. À ce moment-là, l'État ne peut plus payer ses fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un seul coup, vous allez dans les hôpitaux, vous ne pouvez plus être soigné, il n'y a plus d'infirmières, vous n'avez plus de policiers, c'est la faillite de l'État. Et vous pouvez avoir d'ailleurs une situation, c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre, vous pouvez avoir une faillite financière de l'État, alors même que la France apparaît toujours un pays riche. Pause. Tu peux tout mettre en ligne sur l'accès premium. Transmission. En fin de matinée, des incidents ont éclaté un peu partout. Les grandes enseignes n'acceptent plus les paiements par carte ou par chèque. Alors les gens partent sans payer. Il y a des bagarres avec la sécurité et parfois de véritables batailles rangées. On signale des scènes de pillage dans plusieurs centres commerciaux en banlieue et dans les centres-villes de Paris-Capitale, Lyon et Marseille. Oui, Lucie. Je les ai trouvés. Vous avez de la chance, ils sont dans notre annuaire. Catégorie A. Tarif préférentiel avec autorisation permanente d'interview. Alors, Marie et William Lemeur. 35 et 40 ans. 2 enfants. Lui est cadre supérieur. Il est au chômage depuis 2 ans. Elle, maîtresse de classe. Et en ce moment, effectivement, ils vivent à l'hôtel. Les enfants sont chez les grands-parents. J'ai les 2 mobiles. Vous voulez que je les appelle? Oui, Lucie, appelez-les. Et voyez avec Karima, elle est toujours à la pêche aux images, mais ça peut attendre. Ok. Il me restait à vous présenter Karima. Quand je l'ai rencontrée, elle faisait des reportages pour un hypermédia spécialisé diversité. Ça s'appelait Urban Zone.
Elle est devenue notre reporter d'images tout-terrain. En escarpin ou en battle dress, elle arrive à glisser son minois et sa taille extra small partout. Ça commence à bouger un peu partout. Un collectif anti-crise vient de se constituer. Karima a trouvé ses premiers distributeurs de tracts de l'après-faillite. Est-ce que ce serait possible d'avoir un aperçu de votre tract ? Elle est sur un de ces marchés typiques de Paris-Centre, où se mélangent les immigrés et les classes moyennes urbaines. Justement ce qui trinque en premier dans ce genre de crise. C'est ce qui s'est passé dans les autres cas de faillite d'État. Argentine, Brésil. À chaque fois, des mesures draconiennes. Chris, on continue en audio, je descends au parking. Tenez, en Suède en 2005, les collectivités locales ont licencié des employés. Les effectifs de l'armée et de certaines administrations ont été réduits de moitié. Le statut des fonctionnaires a été aligné sur le secteur privé. Et on a obligé les services publics à ne présenter désormais que des budgets en équilibre. Est-ce qu'on peut imaginer ça chez nous ? Alors, un conseil à tous nos auditeurs, téléspectateurs, abonnés cellulaires et multimédia, ne cédez pas à la panique. Restez à l'écoute de RTW. Oui, Lucie. Ça marche pour vos voisins en face. Vous allez pouvoir les shooter dans l'après-midi. Très bien. C'est tout à fait ce que vous cherchiez. Ils ont quitté leur appartement en catastrophe et ils cherchent activement quelque chose de beaucoup moins cher. D'accord. Je forward un mémo à Chris. Ok, merci Lucie. Au fait, où est-ce que je retrouve Dominique? J'espère que vous aimez la cuisine chinoise. Je vous organise une TV à Belleville. Pardon, Chinatown. Parfait. Et Karima? Karima vous retrouvera là-bas, je l'ai prévenue. Avec un peu de chance, elle ne sera pas trop en retard. Ok, merci Lucie. Ce matin, on a appris que la paye des fonctionnaires sera gelée jusqu'à ce que la France ait négocié des aides et un moratoire de sa dette avec les organismes internationaux. Aussitôt, les débrayages se sont succédés dans les administrations et les services publics. Partout, des piquets de grève. Et actuellement, les syndicats de la fonction publique sont réunis en intersyndicale. Pour un début bien accrocheur de notre enquête, je voudrais un best-of des discours alarmistes qui se sont succédés des années 90 aux années 2000. Appelez Nicolas. J'ai demandé à Chris de trouver quelques citations bien senties. Je prends. Oui, Chris, tu as trouvé quelque chose? Je te passerai en vrac les extraits que j'ai compilés. Ok, vas-y, envoie. Transmission. Osons regarder en face la situation financière de l'État, de la sécurité sociale, des entreprises publiques. On a partout laissé se creuser des déficits abyssaux. Nous sommes aujourd'hui devant une situation où les intérêts de la dette, c'est 45 milliards d'euros. Autant, vous l'avez dit tout à l'heure, que l'impôt sur le revenu. C'est le double du budget des universités et de la recherche. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un déficit très important. Il faut le payer, ce déficit. Et le gouvernement le paye par l'emprunt. C'est ce qu'on appelle la dette sociale. Et cette dette sociale, elle est prolongée sans délai. Ce sont donc nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer. Ces générations qui viennent, elles ont déjà à payer la dette de l'État, les retraites qui vont être plus lourdes, les dépenses de santé qui vont augmenter à cause du vieillissement de la population. Leur mettre sur le dos notre dette, c'est vraiment une lâcheté et une mauvaise action. Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Comment est-ce qu'on a tenu jusqu'ici? Justement, c'est toute la question. Il y a encore 10 ans, l'État avait toujours les capacités d'assurer son fonctionnement. Il pouvait continuer d'emprunter. Il avait toujours la confiance des banques. La dette de la France est montée à 66% de son PIB, mais l'économie Jean-Paul Fitoussi disait que c'était pas nécessairement une calamité. Ouais. La dette est une... Si vous voulez, c'est quelque chose de tout à fait normal dans la vie publique. Elle sert à ce qu'une nation se projette sur l'avenir, à ce que les investissements nécessaires soient faits. Si vous voulez, s'il n'y avait pas eu de dette publique, très probablement, on n'aurait pas de centrale nucléaire aujourd'hui. Et on voit la rentabilité que ces centrales nucléaires
nous permettent d'avoir, dans un contexte où le prix du pétrole augmente de façon considérable. L'État français est considéré comme l'un des débiteurs les plus sûrs de la planète. Il n'y a de risque de faillite que si les taux d'intérêt augmentent plus vite que le taux d'inflation. Mais ça fait partie des probabilités. Vous ne pouvez pas l'exclure aujourd'hui. Non, je ne l'exclus pas. Pour l'instant, c'est plutôt le contraire qui se produit. La situation actuelle ne contient pas en elle-même les germes d'une explosion de la dette publique. La réalité l'a pris au mot Fitoussi. De 2008 à 2010, 3 années ont suffi pour concrétiser ce scénario du pire. Tension sur les taux d'intérêt, récession, explosion des dépenses de l'État. Résultat, dérive du déficit et augmentation sans précédent de la dette. De 65 à 200% du PIB en moins de 10 ans. Ce nouvel engrenage de la dette, il y en a un qui me l'a annoncé dès le début 2009, c'est Dominique. Depuis, j'en ai fait un peu mon gourou en économie financière. C'est le moment de le rejoindre. Je te remercie. Non, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté de nous parler. Je voudrais te montrer un extrait de l'interview de l'économiste Patrick Artus en 2008. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette? Oui, on peut dire qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette, même si le faire très précisément serait compliqué. La bonne dette, c'est celle qui a comme contrepartie des investissements publics, des dépenses publiques qui préparent l'avenir, l'éducation, la recherche. Et la mauvaise dette, c'est celle qui finance des dépenses de transfert qui sont renouvelées tous les ans à l'identique, sans que ceci ait le moindre effet sur la croissance. On peut faire une comparaison avec une entreprise. Une entreprise qui s'endette pour investir et accumuler des capacités de production, c'est de la bonne dette. Une entreprise qui va mal au point qu'elle soit s'endetter pour payer ses salaires, c'est très clairement de la mauvaise dette. Donc l'État est dans une situation similaire. Alors ? C'est sûr que la dette publique française est essentiellement une mauvaise dette qui reporte sur les générations futures le coût des frais de fonctionnement des grandes administrations. Et ça, on le sait depuis 20 ans. Mais on n'a rien fait après la crise de 2008-2010 ? Pourtant, les finances publiques étaient à sec. Il ne faut pas croire que l'État français n'a pas réagi. Il y a eu des politiques qui ont été mises en œuvre, ou plutôt qui ont commencé à se mettre en œuvre. Notamment, on a poursuivi le non-renouvellement des fonctionnaires de l'État, en particulier dans les domaines consulaires et diplomatiques, notamment dans la culture. Et puis, il y a eu également la suppression des conseils généraux et le renforcement des régions. Mais ces transferts n'ont pas porté leurs fruits immédiatement. Ils ont coûté très cher et on ne verra malheureusement leurs fruits que d'ici quelques années. Alors comment se fait-il que la France ait eu si longtemps les meilleures notes de la part des agences de notation ? Il faut savoir que la France a eu la meilleure note pendant très longtemps, mais ce n'est pas parce qu'elle était bien gérée, mais par contre parce que l'État et les pouvoirs publics de façon générale disposent d'un patrimoine gigantesque. Mais quand la crise devient réelle, la valeur de garantie de ce patrimoine peut devenir relative. Mais je comprends pas. Les agences de notation, elles le savent ça, non ? En 2013, les employés de l'agence ont été interrogés par la justice qui soupçonnait à l'époque les agences de notation d'être, on va dire, complaisantes avec la France et de ne pas sanctionner l'État français par rapport à un déficit énorme. Et à l'époque, on a commencé à comprendre un peu mieux les liens entre les employés de l'agence et certains hauts fonctionnaires de Bercy. Mais l'affaire a été étouffée et on n'en a plus trop parlé depuis. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Je sais que ça marche bien entre Karima et notre amie Sven. Mais je sais aussi qu'elle n'est pas folle, la guêpe. Elle aimerait bien obtenir quelques informations d'initié. C'était édifiant comme interview. D'ailleurs, il faudrait que je te demande des renseignements, tu sais, à propos de la dette. Tu sais bien qu'il y a des choses dans mon job qui sont confidential. Arrête avec tes dossiers classés confidential. C'est pas grave.
Je t'embrasse. Ciao. La France manifeste, la France est dans la rue. Aujourd'hui, même la plus petite ville de France a droit à sa manifestation. Tout le pays marche contre la faillite. À l'heure qu'il est, il y a des manifestations à Paris et dans toutes les grandes villes. On craint des débordements. À RTW, nous vous tenons au courant minute après minute de la situation. Restez à notre écoute. Appelez Lucie. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, Lucie. Alors, mes voisins d'en face. Je vous fais un topo dont vous arriviez. Lui, ingénieur fabrication, licencié en 2012. Il a retrouvé du travail comme contractuel dans une mairie, mais 6 mois plus tard, suppression du poste. Je vois. Aujourd'hui, pratiquement plus d'indemnité chômage. Alors il cumule les petits boulots au black. Il fait de la récup, il retape, il revend. Elle travaille. Mais les suppressions de postes successives ne lui ont pas rendu la vie facile. L'hôtel est un hôtel security, sans gardien. J'ai communiqué vos fichiers biométriques au système de sécurité. Ok. Merci, Lucie. Terminé. Bon, il est temps de les rencontrer, ces voisins. À ce que me dit Lucie, je comprends qu'ils sont typiques de cette classe moyenne, durement frappée d'abord par la crise financière mondiale, ensuite par les politiques anti-dette qui lui ont succédé. Bonjour. Bonjour Nicolas. Enchanté. William, Marie, ma femme. Bonjour. Enchantée. Merci. Karima. Pardon. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de vous recevoir dans des conditions... avant on habitait... Ils ont vraiment envie de raconter leur histoire. En 2009, leurs économies ont fondu, dans le marasme des fonds d'épargne. Lui, c'est d'abord la récession, et ensuite les politiques anti-dette de dégraissage de la fonction publique qui l'ont réduit au chômage. En plus, depuis les lois de 2014 sur l'indemnisation chômage, les gens comme lui ne touchent pratiquement plus rien. Si on descend de la pente depuis là maintenant, il y a comme une espèce de... un engrenage qui s'est mis en route et c'est de pire en pire. Encore heureux, ils ont encore son salaire à elle. Mais les politiques successives ont préféré grignoter le pouvoir d'achat des salariés plutôt qu'augmenter l'impôt sur le revenu. La grille de la fonction publique a été recalibrée. Moi, je ne désespère pas que tu retrouves un travail, ton travail, quelque chose... Mais il ne baisse pas les bras. Elle cherche à donner des cours particuliers, Merci beaucoup, monsieur. du soutien scolaire. Bonne journée. Au revoir. Lui, il rôde dans tout Paris capitale. Il fait de la récupération d'objets en tout genre. Alors, ça, c'est un lecteur de disques, de je sais pas quoi, on verra. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais je vais le prendre quand même, on sait jamais. Elle, à ses heures perdues, elle restaure ce qu'il a trouvé. Ensuite, lui, il le vend au marché parallèle. Ce genre de marché qui se répand un peu partout aujourd'hui, du fait de la crise. Toujours en train de filmer ton petit couple. William, ouais. On a arpenté les rues dans le quartier, il a ramassé un tas d'objets, et puis là il est en train de les revendre, ouais, c'est ça. Avec plein d'autres vendeurs comme ça à la sauvette. Mais tu vois, en le voyant, je me dis que moi aussi ça pourrait m'arriver demain. Toi, c'est pas possible. T'es trop mignon pour être pauvre. Ça, c'est vraiment lamentable comme remarque. Ouais, je reconnais que ça a du bon d'être avec un gosse de riche. La jolie fille n'a pas abandonné l'idée de soutirer quelques scoops à son boyfriend, habitué des hautes sphères de la finance internationale, à des années-lumière de l'économie parallèle. It is certain, check, that efforts have been made to reduce spending, check. However, they have not been sufficient, check. Today the public deficit has risen, check. Our company is preparing to announce within 6 weeks, check. Et donc, pendant ce temps, dans les agences de notation,
On continue imperturbablement à dicter des courriers d'ultimatum à des États menacés de faillite. Check. State responsibility is placed under surveillance. Okay. Europe. France. Malgré la réforme de 2009 qui les a soumises à un contrôle, les agences de notation n'ont pas perdu leur pouvoir. Surtout quand un État demande aux institutions internationales de le renflouer. À ce propos, une visite à la Commission européenne s'impose. C'est le moment. Les trains ne sont pas encore en grève et le métro grande vitesse non plus. Aujourd'hui, avec les manifestations, c'est le seul moyen pour se rendre à Beauregard. Boss ? Oui, Chris. Juste un truc, j'en ai un petit peu marre de rester enfermé là, donc je remonte à l'air libre. Karima peut continuer de t'envoyer ces images. Hein, là. J'ai mis la réception stockage en pilote automatique. C'est comme le métro. Il n'y a plus personne, ça marche tout seul. Je pense qu'il va aller s'occuper de... Il va retourner faire un tour avec William, Chris. Ouais. Bon alors vas-y. Donc ça commence là et ça s'étend tout le long, là, c'est ça ? Ça commence là et ça va. Même quand il sort, Chris se débrouille pour rester en ligne. Son exploration des nouvelles marginalités, il tenait à nous la faire partager lorsque nous serions confortablement installés dans la navette pour Bruxelles, Eurocapitale. C'est Chris. C'est les débuts de Chris le reporter. Exactement. Et alors ? Mais j'ai un pote qui fait une petite blague là-dessus. Il dit c'est plus l'économie de marché, c'est l'économie du marché, tu vois. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est ce qui se passe. C'est à majorité immigrée. Ouais. C'est tous les immigrés tiennent le marché parce que, tu sais, dans les années 2010-2012, on les a fait venir en masse et puis on leur a dit venez travailler ici et vous paierez la retraite de nos vieux. Ils sont venus, on les a régularisés. Sauf qu'avec la crise, c'est eux qui en subissent les conséquences, les premiers. Les premiers chômeurs, c'était eux, donc ils n'avaient pas d'autre solution, ils sont venus là. La France en faillite, évidemment, ça pose la question du contrôle de la Commission européenne sur le budget des États membres. Tamara Landowski, la commissaire à l'économie, a des opinions assez tranchées en la matière. Et moi, je me rappelle avoir abordé la question des critères d'endettement il y a 10 ans avec la porte-parole de son prédécesseur, Joaquín Almunia. C'était l'été 2008, juste avant le début de la grande crise financière. Nous avons un rôle de surveillance budgétaire, ce qui fait que, et pour simplifier, nous devons nous assurer que ces limites qui ont été décidées par nos chefs de gouvernement dans leur sagesse en créant l'Union économique et monétaire, donc la règle des 3% pour ce qui concerne le déficit budgétaire et des 60% du PIB pour ce qui concerne la dette ne sont pas dépassées. C'est ça la difficulté avec les critères numériques que l'Europe a mis en place, c'est qu'on a considéré qu'il y avait un seuil, qu'au-dessus de 60% du produit intérieur brut, on était un mauvais élève, en dessous un bon élève. Ça n'a aucun sens, ça ? Non, ça n'a vraiment aucun sens. On raconte cette histoire des 60%, là, je ne sais pas si c'est vrai, on raconte que c'est François Mitterrand qui oui, c'est vrai, avait jeté sur la table comme ça au milieu d'un conseil européen l'idée que, c'était 60%, c'est exact ? Oui, enfin on dit que les témoins disent que c'est vrai, oui. Mais on peut pas, ce chiffre est complètement magique, enfin on ne peut pas rationaliser un chiffre de dette. À l'époque, en 2008, la Commission défendait mordicus les critères de Maastricht. C'est ici que ça se passe. Vous voyez, normalement, il y a énormément de journalistes de tous les pays du monde. Au printemps de la même année, dans cette même salle de presse, Joaquín Almunia présentait la première recommandation adressée à un État membre, en l'occurrence la France. Il faut faire des réformes structurelles, et le gouvernement français est en train de le faire. Et on le félicite pour cela, mais en même temps, il faut continuer la consolidation budgétaire. Et l'on a vu avec les derniers débats sur le programme de stabilité français et aussi nos dernières prévisions économiques fin avril que le rythme de la consolidation budgétaire s'était arrêté en 2007 et était très très faible pour cette année et l'année prochaine. Vous voulez qu'on se mette ensemble ici ? Mais ça, c'était juste avant le début de la crise financière. Quelques semaines après, l'urgence des sauvetages financiers allait l'emporter sur la rigueur budgétaire. Aujourd'hui, la nouvelle gouvernance économique est passée par là.
À la place des critères rigides, on a institué des critères variables. Mais la Commission n'en est que plus sévère. La commissaire me dit qu'après 2010, il aurait fallu des mesures encore plus volontaristes. Ce qu'on n'a pas fait avant la faillite, il faudra le faire à marche forcée après la faillite. C'est toujours intéressant de voir avec ce qu'on disait. On se remet dans le contexte de 2008. Oui, et la chose s'est aggravée. L'endettement a triplé. Et donc on est à 200% de PIB, parce que la France était négligente sur plein de domaines. Oui, les problèmes des seniors, le problème du fait qu'ils n'ont pas du tout fait, c'est qu'ils ont promis de laisser les gens travailler beaucoup plus longtemps. 12% à plus de 80 ans. Il faut bien qu'il y ait des gens qui paient pour ça. Mais il fallait augmenter les emplois pour les femmes aussi. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement n'a pas du tout tenu ses promesses. Donc je regrette qu'à l'époque, 2008, c'était la première fois qu'on a fait une recommandation, que les mesures n'ont pas été assez sévères. Alors comment on fait pour, pratiquement, pour faire en 2 ans ce qu'on n'a pas pu faire en 12, 15 ans? En 10 ans, oui. La France passait sous tutelle de la Commission et sous contrôle de la Banque européenne et sous garantie de International Monetary Fund, comment on dit en français? Le FMI. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français n'a plus la main mise sur son budget. Non. Non, c'est plus possible. La France est au pied du mur. À Paris-Capitale, la grande manifestation de protestation contre le gel des salaires et des paiements publics a rassemblé plus de 2 millions de manifestants. Pour la première fois depuis longtemps, on a vu défiler des fonctionnaires et des salariés des secteurs qui dépendent des commandes publiques. La dislocation des cortèges a donné lieu à des affrontements très violents. À l'heure qu'il est, dans tout Paris-Centre se déroulent des scènes que l'on n'avait pas vues depuis les barricades de mai 68. Retour de Bruxelles. Il y a quelques heures, on évoquait une mise sous tutelle européenne. Et maintenant, il est question que le Fonds monétaire international, le FMI, prête 200 milliards d'euros à l'État français. J'ai demandé à Chris de m'organiser une interview en visio avec un responsable du fonds, José Manuel Pinheiro, directeur Europe, un département nouvellement créé. Et ça va être l'heure de ton interview avec le gars du FMI, là. C'est Andy et son équipe qui sont là-bas. Ils sont contactés, je te mets en relation tout de suite. Ah, voilà, c'est parti. Là. Voilà, ça se passe au 4e étage. Ouais. Bien, je vais vous faire un peu marcher parce que mon bureau se trouve à l'autre côté, donc l'autre aile, parce que nous sommes en pleine restructuration et pour les mêmes bureaux, pour les mêmes actions, ça doit s'éloigner les uns des autres. Parce que normalement, on s'occupait que des pays qu'on appelait autrefois sous-développés, mais maintenant, avec crise et catastrophes financières, touchent de plus en plus les pays, comment dire, riches, la France, l'Italie. Voilà, nous y sommes, si vous voulez bien me suivre. Bien. Bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé un premier prêt de 150 milliards d'euros. C'est énorme, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça peut vous paraître incroyable, mais le FMI est prêt à mettre la France sous tutelle, comme nous l'avons fait auparavant pour des pays extrêmement pauvres, comme le Mali, la Mauritanie. En contrepartie, j'imagine que vous allez exiger que l'État français prenne certaines mesures urgentes. Lesquelles? Alors bien sûr, nous avons plusieurs moyens efficaces pour réduire cette dette. Des moyens brutaux qui vont être très très impopulaires. On pourrait par exemple réduire d'un seul coup et de façon drastique le nombre des fonctionnaires, les dépenses de l'État. Mais je vous dis, ce sera très très difficile. Parce que là, bien sûr, la France est au pied du mur. Ce ne sont pas des solutions à prendre dans les mois, les années à venir. C'est là, c'est tout de suite. Il n'y a pas de choix. Voilà. Bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. J'espère que j'étais assez clair, en tout cas. Oui, oui, très clair. Bon, salut la compagnie. Salut Karima. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Karima a mieux à faire. Sven débarque de New York ce soir. On l'a invitée à venir commenter la situation sur RTW. Elle a toujours sa petite idée derrière la tête.
ont un couple. Tu sais, je t'en avais parlé. Oui, bien sûr. Ils arrivent de survivre comme ça. Bah, ils survivent, mais c'est dur. Limite. C'est très dur. Tu vois, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit... tu sais, je t'en avais parlé, je t'avais dit que ça m'avait fait peur, même que t'avais rigolé. Tu m'avais dit, oui, mais une belle fille comme toi... En nous quittant tout à l'heure, elle nous a promis un scoop énorme. Apparemment, Sven a déjà été un peu trop bavard. Tu me le dirais pas, moi de toute façon tout le monde va le savoir, c'est mon métier d'être journaliste, tu voudrais quoi, que ce soit quelqu'un d'autre qui le sache? S'il y a bien quelqu'un à qui tu dois le dire, c'est à moi. Ouais, mais tu sais, je peux pas vraiment, c'est pas évident. Tu sais, à l'image on ne verra pas, on va transformer ta voix, donc il n'y a pas de risque, je te promets. Juste sur le scoop dont tu m'as parlé, juste ça. D'accord? Ouais, d'accord. Ouais. Il y a Karima qui appelle là. Attends, je vais juste expliquer, dire deux mots. Nicolas et Chris, voilà. C'est le scoop dont je vous avais parlé. Alors vas-y. Bon, l'État français, ils sont en train de toucher le patrimoine. On peut parler de les enchères officieuses de l'État. Ils sont déjà en train de regarder, de proposer le vendre. Et oui, c'est pour du vrai, le château de Versailles, un milliardaire. Bon, je ne peux pas vraiment dire plus que ça, mais c'est pas officiel. On va laisser ça comme ça et puis on verra bien. Mais bon, ça c'est la situation en ce moment. Incroyable ça. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Tu sais que moi je peux être dans l'eau chaude à cause de ça. T'inquiète pas, je te protégerai. Non, tu le fermes ça. Fermé, voilà, on parle plus boulot. Les discussions avec le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne n'ayant pas encore donné lieu à des décisions concrètes, le gouvernement prolonge d'une semaine le moratoire sur la paye des fonctionnaires. On apprend qu'une réunion extraordinaire du G23, consacrée à la France, se tiendra dans les... Boss, qu'est-ce qui se passe? Karima, elle est rentrée dans le château, là. Déjà? Bah, c'est faufilé, quoi, comme une guêpe, allez, hop, là. Là, tu peux la suivre, là. Elle va se faire gauler, tu vas voir. Décidément, elle n'a peur de rien, Karima. J'étais sûr que ça lui plairait d'aller jouer les Lara Croft à Versailles. Voilà, on vient de pénétrer dans l'enceinte de la chapelle du château de Versailles. Voilà. Un des exemples du patrimoine français qui va être bientôt soldé pour essayer de combler la dette de la France. Elle y va fort, Karima. Mais je comprends qu'elle dise soldé. Je me rappelle ce que me disait Dominique. Quand on est pris à la gorge, on ne peut pas réaliser un patrimoine à sa vraie valeur. Alors est-ce que ça a un sens de vendre ainsi ce qui a été financé pendant des siècles par l'impôt des Français? Pour gagner quoi? Voilà, on vient de pénétrer dans la salle des croisades. Je remarque des emplacements vides. Tout simplement des tableaux en restauration, où le dépeçage aurait-il déjà commencé. Toutes ces toiles seront bientôt mises aux enchères sur le marché international. Il y en a pour des millions et des millions d'euros. Paris
capitale vient de connaître une nuit d'émeute comme elle n'en avait pas connue depuis un demi-siècle. Des dizaines de blessés sont actuellement soignés dans les hôpitaux parisiens. Et ce matin, de violents affrontements ont repris dans les quartiers historiques de Paris-Centre. Commencez. Marchez. Voler. Après être parti de chez Chris, me voici à l'école d'économie de Paris. Maintenant, les grèves interdisent les voyages. Alors ici, on m'a organisé une télé-rencontre avec 2 experts qui préfèrent rester incognito. Atterrir. Dans un monde virtuel, on va utiliser des personnages qui nous représentent. Des avatars, quoi. Entrez. Bonjour, je suis Nicolas. Hi, I'm Elliot. Bonjour, je m'appelle Elliot. I'm an international business lawyer. Je suis avocat d'affaires. We work for G23. Nous travaillons pour les pays du G23. My name is Ainoa. I'm a chief. Bonjour, je suis Ainoa. Je dirige un cabinet international de consultants. Vous voulez me suivre? We've got an audiovisual presentation for the next week G23. Nous avons préparé une présentation de scénario pour la réunion du G23 sur le cas français la semaine prochaine. We can't give you all the figures. On ne peut pas vous donner tous les chiffres. But only the most realistic scenario. Juste le scénario le plus probable. Ce sera très bien. Let's begin. Commencez. Pour payer ses fonctionnaires, relancer ses services publics et rembourser les acheteurs de bons de la dette publique ruinée, nous estimons les besoins immédiats de la France à 300 milliards d'euros. Il faut lui permettre de récupérer sa réserve d'or consignée à la Banque européenne. Ensuite, il y a le FMI. Depuis la réforme de 2009, il peut contribuer à hauteur de 200 milliards d'euros. Reste à trouver à peu près 100 milliards. Nous proposons que les pays du G23 y contribuent. Il faut aider la France à renégocier sa dette et même en effacer une partie comme on a fait pour les pays d'Afrique. Mais il faudra poser des conditions. La France devra accepter des commissaires aux comptes du FMI à Bercy. Il faudra redessiner l'impôt sur le revenu tout en réduisant le train de vie de l'État. Donner du travail aux seniors, lancer de grands chantiers pour donner du travail aux chômeurs. Mais attention, pas d'humiliation. Ça favoriserait les extrémismes de toutes sortes. Si d'aventure la France sort de la mondialisation, toute la zone euro-méditerranéenne sera déstabilisée. Si on la met à genoux, il y aura des mouvements incontrôlables et le désespoir va pousser à des actions radicales. Je ne prends même pas congé de mes interlocuteurs. Je suis secoué. Je viens d'entendre des experts internationaux parler de la France comme d'un pays sous-développé. Je rentre machinalement à mon bureau. Les Parisiens qui ne sont pas partis défiler sont restés chez eux. Paris-Centre est presque totalement désert. Les débrayages se multiplient dans toute la France à l'appel de la coordination anti-crise. À Paris-Capitale, plus de métro, plus aucun train ne circule. On ne trouve pratiquement plus d'essence. Le pays est presque totalement bloqué. Ce soir, on vient de l'apprendre, le gouvernement invite tous les partenaires socio-économiques, les chefs des partis politiques et même la coordination des comités de grève à un Grenelle de la dette. Allons-y. Moteur. Action. Pas d'inquiétude. La France n'est pas paralysée par une grève générale. Et Paris n'est pas à feu et à sang. Nous ne sommes pas en 2017. Pour une heure, la France endettée est devenue la France en faillite. Mais ce film catastrophe n'était qu'un rêve éveillé. Ce n'est pas Karima, cette jeune femme qui filme la circulation. Ce ne sont pas Marie et William, ce couple qui se retrouve à l'hôtel, et dont aujourd'hui je surprends bien involontairement le petit manège amoureux. Nous sommes en pleine crise financière, nous sommes aussi entrés en pleine récession. Ce Nicolas de 2017, ce n'est pas moi. C'était mon avatar dans un monde imaginé. Rien n'était vrai, mais tout est plausible. Aujourd'hui, ce scénario catastrophe de la faillite, la crise financière mondiale le rend davantage crédible. Maintenant, c'est à vous d'arbitrer. Entre ceux qui crient la dette nous mène à la catastrophe, ceux pour qui il ne faut pas exagérer, et ceux qui disent le problème est ailleurs. Si on continue comme ça, dans 4, 5, 6, 7 ans, on peut se retrouver avec une dette de 2000 milliards et avec un trou de financement de 400 milliards d'euros.
Si vous vous retournez vers l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre pour dire, bah, écoutez, pour demain, il me faut 300 milliards d'euros sur la table, l'Europe va se transformer en un comité directeur qui va dire à la France, à partir de maintenant, si vous voulez ces 300 milliards d'euros, c'est nous qui allons vous dicter vos politiques économiques et vos politiques sociales. Je crois que le niveau de la dette publique n'est pas un problème, sauf à déclarer en faillite l'ensemble des pays de l'OCDE, parce qu'il faut savoir que la dette publique française est en moyenne inférieure à la dette publique de la zone euro, qu'elle est inférieure à la dette publique américaine, qu'elle est très inférieure à la dette publique japonaise. Donc tout va bien? Non, je ne dis pas que tout va bien. Je dis que ce n'est pas le sujet principal qu'il s'agit d'aborder. On est au début d'une période où les choses seront pires du point de vue de la gestion de la dette qu'avant, puisque premièrement, on aura structurellement une croissance faible, et une croissance qui spontanément ferait monter les déficits publics tous les ans. Et deuxièmement, on aura plus besoin encore qu'avant de faire de bonnes dépenses publiques. L'État aura plein d'idées, sans doute bonnes, sur ce qu'il pourrait faire pour relancer les exportations, la croissance, les grands groupes, les PME innovantes. Il sera confronté à une détérioration grandissante des finances publiques. Donc ça va être pire qu'avant. Le modèle français, il y a plein de choses qui marchent bien et quelque chose qui marche très mal. Les choses qui marchent très mal, c'est d'abord le marché de l'emploi. C'est d'abord le fait que les Français, il n'y en a pas assez qui travaillent, et ceux qui travaillent sont en général pas très contents de ce qu'ils font. Si en France, on arrive à régler le problème de la participation des gens au marché de l'emploi, des jeunes et des vieux surtout, au marché de l'emploi, on a résolu les trois quarts de nos problèmes, et surtout on rentre dans une dynamique positive qui fait que le quart restant, ça sera très facile de résoudre de toute façon. Rien que les recettes déjà, de mettre tous les Français au travail, ça permet de résorber, de passer dans le vert les déficits publics.